À moins de 10 jours de la célébration de la fête de l'indépendance à Manga, le comité d'organisation affiche sa satisfaction sur le niveau d'exécution des principaux chantiers. Des ouvrages comme l'aide des défilés, la place de la nation et la voie principale de Manga sont déjà prêts selon le comité d'organisation qui était face à la presse dimanche matin. Le point à suivre en début de journal. Elle a passé 35 années de sa vie comme hôtesse de l'air, un métier que Madame Aïbari Djem a exercé avec amour et professionnalisme. Au soir de sa carrière, nous l'avons suivi dans son univers de travail. Dans ce journal, vous saurez les meilleurs moments et les situations difficiles qu'elle a connues dans le métier d'hôtesse de l'air. Et puis dans cette édition, nous irons à Batsé pour un constat sur le phénomène des enfants dans la rue. On les retrouve dans les marchés et à la gare de la ville. Des enfants qui s'adonnent à des infractions telles que les vols et deviennent ainsi des sources de difficultés pour les usagers et les habitants de Batsé. Et puis à l'étranger, en France, Emmanuel Macron était dans les rues ce dimanche pour constater les dégâts matériels de la 3e journée de mobilisation des Gilets jaunes. Il a salué les forces de l'ordre ainsi que les services de secours avant de tenir une réunion d'urgence à l'Élysée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre l'unique édition de la soirée sur la RTB. Nous sommes à J-9 de la fête de l'indépendance du Burkina Faso et le comité d'organisation fait le point des préparatifs. Au dit de ce comité, les chantiers dans leur majorité sont achevés, d'où sa confiance quant à la réussite de l'événement. Le point de la conférence de presse animée ce matin à Manga avec Rasmani Zoundi et Ismaël Ladiluma Sirima. Le ton est donné. Toutes les activités de la commémoration du 11 décembre ont démarré à 9 jours avant la date. L'annonce est du comité d'organisation. Les travaux de l'axe principal de la cité de l'Épervier seraient terminés et seraient de qualité. De même, les travaux de la place de la Nation de Manga seraient à 100%. Les choses sont un peu plus lentes au niveau des infrastructures d'habitation du fait de la nature du sol. Nous sommes confiants que le minimum, nous l'aurons pour donc, la fête à Manga. Par conséquent, il n'y a pas d'inquiétude. On ne pourra pas achever l'ensemble des infrastructures, ça c'est clair. Sur la question de l'hébergement des hôtes, le président du comité d'organisation reconnaît que tout n'est pas réglé et que des prospections se poursuivent. À défaut, il pense à une solution palliative. Certainement qu'une grande partie des participants vont venir de Ouagadougou ou bien vont faire des voyages et viens à Ouagadougou. Mais nous, au comité national, d'ici 2 jours maximum, nous, on est basés ici même. La question sécuritaire s'est invitée aux échanges et le vice-président du comité d'organisation de signaler que c'est l'affaire de tous. Au-delà de l'instinct de survie là, que nous passions à autre chose, c'est-à-dire le réflexe sécuritaire qui commence par se protéger soi-même, protéger son voisin, et c'est ensemble donc que nous allons nous protéger. Et en parlant de voisins, le comité d'organisation annonce la participation de la Côte d'Ivoire et du Ghana aux festivités du 11 décembre à Manga. 600 contrats signés pour une valeur totale de plus de 3 milliards de francs CFA. C'est l'essentiel à retenir comme bilan de la première édition du Salon de l'élevage du Burkina Faso qui a refermé ses portes hier à Ouagadougou. Paris réussi pour les organisateurs et les exposants qui ont reçu plus de 6 000 visiteurs en 5 jours. Le bilan complet dans cet élément de Tanga à Kafandou. Pendant 5 jours, ce sont des communications sur plusieurs thématiques en lien avec l'élevage, des expositions, des visites de stands et des échanges de contacts. Chez les initiateurs, c'est une satisfaction qui se dégage. 8 panels en tout, 5 conférences, 1 colloque, tous se sont tenus. Ensuite, pour l'engouement, le public qui est venu, tout diversement, des élèves. J'ai vu des élèves de toutes les écoles. Nous avons au départ estimé, disons, prévu 5 000, le nombre d'entrées. Et déjà les 2 jours, nous étions à 6 000. Et hier soir, nous étions à plus de 20 000. Et en termes de contrats, nous avons eu 685 contrats signés, fermement signés, dont nous avons des copies. Et de ces contrats, 3 milliards 208 millions ont été retenus. Vraiment, je suis un ministre totalement satisfait.
Même satisfaction chez les exposants et les visiteurs. Pour une première édition, je dirais que sur une échelle de 0 à 10, moi je note ça sur 9,50 sur 10, c'est très bien. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est qu'on a vu qu'il y a beaucoup de structures étrangères même qui ont participé au salon. C'est très professionnel, il y a beaucoup d'exposants, c'est bien organisé. Et on voit qu'il y a une participation, on est là depuis le début, il y a une très bonne participation. Enfin, nous, on est tous très contents du salon. Vous avez vu vous-même, il y a une très grande affluence autour de ce fumoir et je crois que notre satisfaction, elle est justifiée. Rien n'est parfait, mais on souhaiterait avoir beaucoup plus de communication. Que les gens, que les acteurs soient informés beaucoup plus tôt afin de se préparer et faire face justement à ce genre d'événement. Pendant que le rideau tombe sur la première édition, la réflexion s'oriente déjà vers la deuxième édition en novembre 2020 avec des améliorations dans les domaines où des failles ont été constatées. Les populations du Kouritenga expriment leur soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Un soutien manifesté à travers une marche organisée hier dans la ville de Koupela. Les populations du Kouritenga s'engagent également à collaborer avec les FDS afin de garantir la sécurité au Burkina. Paul David Bambara et Solange Djigma. 3 km à pied du rond-point Naba Zanré au commissariat de Kouritenga pour traduire leur disponibilité à accompagner les forces de défense et de sécurité dans leur combat contre les forces du mal. Une manifestation qui se veut être le symbole de la volonté et de la détermination des populations de Kouritenga à stopper toutes les tentatives constituant des entraves au développement économique et social de notre pays. Nous, population du Kouritenga, affirmons notre détermination à soutenir les vaillantes forces de défense et de sécurité dans leur mission patriotique de protection de l'intégrité du territoire sacré du Burkina Faso. C'est le message qui a été remis ce jour au commissaire de la province ainsi qu'une enveloppe de 3 500 000 francs CFA. C'est notre contribution, notre manière de marquer notre solidarité et notre soutien indéfectible aux forces de soutien et de sécurité. Nous saluons la mémoire de ceux qui sont tombés au champ de combat. Et il faut relever également que le Kouritenga a enregistré ses fils parmi en fait, ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. Donc il est normal, en tant que Burkinabé et en tant que fils du Kouritenga, de sortir et puis de témoigner à notre manière notre soutien à ces forces de sécurité et de soutien. Tout en saluant l'initiative, Auguste Kinda a promis aux marcheurs de transmettre l'enveloppe acquis de droit. Autre point de l'actualité, avec cette donnée, le Burkina Faso transforme seulement 12% de ses produits locaux, un taux que le gouvernement aimerait voir à la hausse les années à venir. Le sujet était au centre de la dernière rencontre État-secteur privé tenue à Bobo-Dioulasso. Retour sur cette rencontre dans cet élément de Karim Sissi. La rencontre gouvernement-secteur privé, devenue désormais carte de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé, a tenu toutes ses promesses ici, dans la capitale économique du Burkina Faso. Pendant 2 jours, le monde des affaires et le gouvernement ont échangé autour du défi de la transformation industrielle et artisanale. Selon une étude sur l'état de l'industrie réalisée dans le cadre du PNDS, le taux de transformation industrielle de nos produits se situe à 12%, ce qui veut dire que près de 90% de nos produits ne sont pas transformés ou sont exportés à l'état brut. Cette situation nous interpelle tous. De ces 48 heures d'échange, un rapport est né. Un rapport qui, selon le Premier ministre, traduit la diversité et la pertinence des contributions des uns et des autres. Je voudrais vous rassurer que les recommandations ici formulées feront l'objet d'un examen attentif de la part du comité
national de pilotage du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé avant les transmissions sur les lieux au gouvernement, qui ne ménagera aucun effort pour traduire en action concrète les propositions pertinentes. Le Premier ministre appelle les membres du gouvernement et l'ensemble des opérateurs économiques à se donner la main pour relever le défi de la transformation industrielle et artisanale. Une synergie d'action qui leur permettra de construire une économie émergente, dynamique et solide. Nous avons toujours été un peuple indépendant, libre, mais maintenant un peuple ouvert sur le monde, un peuple ouvert sur les voisins. Nous avons toujours commercé avec les pays voisins. C'est cela que nous devons tirer notre richesse. Sur le champ, les acteurs du monde des affaires ont saisi cette perche que leur tend le Premier ministre. Et des engagements sont même pris pour accompagner l'État burkinabé dans la réalisation de cette nouvelle vision. L'organisation d'un événement pour célébrer l'excellence des meilleures entreprises de transformation industrielle et artisanale. Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement de la Chambre de commerce pour la protection, la mise aux normes et la labellisation de leurs produits par l'ABNOR, l'IRSA et CRD. Pour Paul Kabatieba, le rêve burkinabé est permis. Mais pour sa réalisation, il faut bâtir un climat de confiance entre le secteur privé et l'État. C'est à ce prix que la transformation pourra véritablement prendre son envol. Et sur ce point, le gouvernement jouera pleinement sa partition. Et puis, les entreprises burkinabées sont encouragées à offrir des produits et services de qualité. C'est tout le sens des Journées nationales de la qualité, dont la 28e édition s'est achevée vendredi dernier à Ouagadougou. Au cours de ces journées, plusieurs activités ont été menées et les meilleures entreprises ont été récompensées à la cérémonie de clôture. Voyons cela avec Konsun Koulibaly et Bouma Ernest Népié. Les activités de la 20e édition des Journées nationales de la qualité se terminent par une soirée de récompense des entreprises publiques et privées qui s'illustrent par la qualité de leurs services et les produits qu'elles offrent au quotidien. Au total, une vingtaine de prix a été octroyé et c'est Simfaso qui obtient le prix d'excellence productivité membre. Ce prix vient marquer l'engagement déjà de la direction et du président du conseil d'administration de Simfaso en la personne de M. Inoussa Kanazoué, qui s'est vraiment engagé dans un vaste chantier d'industrialisation du Burkina à travers la construction d'industries, d'usines, notamment dans le domaine de la cimenterie. Cette année, les Journées nationales de la qualité sont conjointement organisées avec le prix burkinabé de la qualité qui est à sa 7e édition. Une 7e édition remportée par la Burkina pour avoir obtenu le prix d'excellence catégorie A. De manière générale, les objectifs visaient véritablement à sensibiliser et à engager l'ensemble des acteurs afin que la qualité, la productivité, l'innovation, la transformation, la performance de manière globale soient les choses les mieux partagées dans notre pays. Nous donnerons donc plus de temps et plus de moyens à ce que les prochaines éditions soient donc des éditions de qualité, à ce qu'on puisse toucher le maximum d'entreprises, à ce qu'on puisse, embarquer suffisamment donc de structures publiques et privées dans cette démarche qualité. La soirée de récompense est une occasion pour les organisateurs de faire le bilan des activités menées dans le cadre de ces journées. Des activités parmi lesquelles des panels, des conférences débats, des visites d'entreprise, des émissions télévisuelles et des séances de sensibilisation sur la qualité des produits et des services au Burkina. Elle a beaucoup contribué à la qualité des services offerts par la compagnie Air Burkina. Elle, c'est Mme Aïe Baridjem qui a passé 35 années de sa vie comme hôtesse de l'air. Elle a effectué son dernier vol en tant qu'hôtesse de l'air le 27 novembre dernier. Une équipe de la RTB l'a suivie et vous propose cet élément sur des images de Salifou Belem.
Quartier Ouaga 2000, il est 6h30 et Madame Aïbari Jim, bagage en main, est prête pour se rendre là où le devoir l'appelle. Direction l'aéroport international de Ouagadougou, où commence sa journée de travail. Cet aéroport, elle l'arpente au moins 5 fois par semaine et cela dure maintenant 35 ans. Mais ce 27 novembre 2018 est une journée spéciale pour cette dame qui entame sa dernière journée d'hôtesse de l'air. Tout commence par un briefing avec ses collaborateurs et coéquipiers du jour. Et c'est dans cette ambiance bon enfant qu'elle nous livre son expérience. Devenue hôtesse de l'air depuis janvier 1983, elle connaît bien les exigences de ce métier. C'est un travail très délicat qu'il faut faire avec amour, avec beaucoup d'attention et puis surtout le sérieux. Le métier d'hôtesse de l'air a conduit Madame Bari dans des pays de tous les continents à part l'Océanie. Son plus beau souvenir, le voici. Je parlerai d'un vol avec le président Thomas Sankara. On partait au Mozambique. Donc il y avait plusieurs étapes. Donc on avait fini une étape et puis on était assis. Et brusquement nous l'avons vu arriver. On a voulu nous lever, il a dit non, asseyez-vous. Il est venu, c'est lui qui est resté debout. Il nous a posé des questions, on a répondu, il nous a donné pas mal de conseils et de faire notre travail avec amour. On était contents que le président même vienne s'arrêter pour parler avec nous. Et quand on lui parle de mauvais souvenirs dans sa carrière, elle n'en voit pas. Elle parle plutôt d'incidents ou d'incompréhension avec les passagers face à certaines situations. Quand il y a des retards, surtout si les passagers n'ont pas d'informations, s'il n'y a pas de communication, quand ils rentrent comme ça, ils ne sont pas contents. Souvent, ils rentrent, ils vont te bousculer. Quelqu'un que tu peux mettre au monde rentre et puis il commence à t'engueuler. Bon, ça gêne un peu, mais bon, on fait avec, on les comprend, on sourit. Et c'est ce sourire qu'elle a certainement partagé avec les passagers d'Air Burkina qui atterrit ici et dans lequel elle a offert ses derniers services d'hôtesse de l'air. Pour lui rendre hommage, un water salute, des jets d'eau sur l'avion, une tradition de l'aéronautique pour célébrer un événement particulier. À l'intérieur, elle est ovationnée par les passagers à qui elle fait ses adieux. Pendant ce temps, sur le tarmac, sa famille, ses collègues et ses amis sont mobilisés pour rendre un hommage mérité à celle que les plus jeunes appellent affectueusement Tanti. L'aventure de Madame Aïbari Jim comme hôtesse de l'air s'arrête ici. Tout se termine par ces moments de fortes émotions. Des émotions qui se traduisent par des rires, mais aussi par des larmes. À toutes celles qui voudraient embrasser ce métier, elle conseille de le faire avec amour et professionnalisme, puisque le métier d'hôtesse de l'air est à la fois passionnant et contraignant. Voilà, et nous parlons à présent d'inclusion financière, un concept à expliquer aux étudiants qui s'intéressent aux services financiers. L'initiative est de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les étudiants se sont mobilisés à l'occasion à l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, pour tout savoir sur l'inclusion financière. Le reportage de Moussa Ouedraogo et Pascal Kani. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, à l'Université Ouaga 1, Joseph Kizerbo. La Banque centrale vient vers les étudiants pour les amener à s'intéresser dès l'université au service des institutions financières. La BCAO a fait le constat que la jeunesse, maillon fort du développement des États de l'Union, sont également les maillons faibles en termes de finances. Alors, la Banque a entrepris cette opération de charme pour promouvoir l'inclusion financière.
Si nous voulons atteindre une inclusion financière, puisque l'objectif d'ici 5 ans, c'est d'atteindre au moins 75% de la population dans les circuits financiers. Donc il faut évidemment s'adresser aux jeunes. C'est pour ça que la Banque centrale est là ce matin pour sensibiliser donc les jeunes, leur donner l'information pour que justement ils puissent aller vers les services financiers offerts par les institutions financières qui elles-mêmes sont là pour donner donc des informations sur leurs produits, sur leurs services adaptés donc à la jeunesse. Au cours de cet atelier à l'université, les étudiants auront droit à des communications sur l'accès des services financiers et l'entrepreneuriat des jeunes. Des institutions financières seront également sur place pour répondre aux préoccupations des jeunes en matière de financement. Dans l'actualité également, l'ONG Action contre la faim et ses partenaires font le bilan de leur projet d'assistance alimentaire et nutritionnelle. Ces projets ont ciblé les populations vulnérables des régions du Sahel et de l'Est. Le bilan de ces projets a été fait au cours d'un atelier tenu mercredi dernier à Ouagadougou. Pawadrogo Jasongo et Vincent Tchendrebego. 2018, une année où le Burkina a connu une crise alimentaire et nutritionnelle à la suite d'une campagne agricole très déficitaire. C'est ainsi que l'ONG Action contre la faim et ses partenaires, Oxfam notamment, initient des projets pour apporter une assistance aux populations vulnérables dans les régions de l'Est et du Sahel durement touchées. Globalement, il y a eu environ 954 000 personnes qui ont été ciblées, qui sont ciblées pour la réponse de soudure. Et sur ces 954 000, il y a environ 360 000 qui ont été touchés, qui ont eu des réponses soit en nature, soit en cash, en distribution de vivres, ou d'autres types de réponses qui ont touché des personnes directement. Une autre forme de réussite qu'on peut peut-être nuancer un peu plus tard, c'est la capacité de travailler ensemble des acteurs. Il faut savoir qu'une réponse au plan de soudure, c'est compliqué, c'est beaucoup d'acteurs puisque c'est beaucoup de secteurs. Il faut que les acteurs de nutrition, de sécurité alimentaire, ceux qui travaillent sur l'eau, l'assainissement, ceux qui travaillent sur le bétail, travaillent ensemble pour pouvoir donc apporter une réponse cohérente. Cet atelier qui réunit Action contre la faim et ses partenaires permettra de faire le bilan des projets d'assistance alimentaire et nutritionnelle mis en œuvre et d'en tirer les enseignements. En attendant les conclusions, la satisfaction se dégage. Lui aussi est un acteur reconnu dans le combat contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. À cela s'ajoutent des actions pour l'accès à l'eau potable et à l'emploi. Nous parlons ici du Lalé Nabat Tigré, à qui plus de 50 associations de la région du Nord traduisent des reconnaissances. Le point de la rencontre avec Daouda Ouattara et Abdoul Rasmani Zongo. C'est une rencontre d'échange entre le Lalé Nabat Tigré et une délégation de 52 associations issues de 7 communes de la région du Nord. Des échanges relatifs à l'accès à l'eau potable, à la sécurité alimentaire et à l'emploi. Nous sommes venus chez le Lalé Nabat Tigré pour lui exposer nos difficultés. Chaque jour que Dieu fait, nous rencontrons des problèmes au sein de nos foyers. Nous sommes conscients qu'il a l'amour du prochain. Il est toujours au service des personnes vulnérables, des orphelins et des veuves. Lalé Nabat Tigré nous a aidés avec des fourrages, des grillages. Grâce à lui, nous avons bénéficié des formations sur l'agriculture et la liste est longue. Pour le Lalé Nabat Tigré, gardien de la tradition, cette initiative est salutaire. Je suis très content parce que c'est rare que de nos jours-là, les hommes soient reconnaissants pour les bienfaits qu'ils ont bénéficié de tierces personnes. Et souhaite que c'est de telles manifestations de nos valeurs, de telles célébrations de nos valeurs soient vraiment vécues partout au Burkina Faso. Cette rencontre d'échange a été aussi une opportunité pour ces associations de témoigner leur reconnaissance à l'endroit du Lalé Nabat Tigré pour ses efforts humanitaires et le développement dans la région du Nord.
Autre titre de l'actualité est Cap sur Batier dans le sud-ouest pour un constat sur les enfants en situation de rue. Pour des raisons diverses, ces enfants ont quitté leur famille pour se retrouver notamment dans les marchés et à la gare de Batier. Mais à ces endroits, ils sont devenus des sources de difficultés pour les usagers. Les infractions commises par ces enfants prennent des proportions inquiétantes, nous disent Bernard Kombelem et Dimitri Badini. De nuit comme de jour, isolés ou en groupe, ils se retrouvent ici à la gare de Batier. Leur âge se situe entre 8 et 17 ans et ils sont en situation de rue. Bon nombre d'entre eux attestent être là pour échapper à la misère de la famille. Ils disent faire de la débrouillardise pour gagner leur vie. J'ai quitté l'école ici. Je suis le tricycle. Il y a mon mère et ma père. Ils ont parti à Ghana. Je viens pour travailler à la gare ici. Apprentissage. Mais mon père était décédé, il ne sait pas comment faire manger, donc il n'y a plus d'argent pour aller à l'école, donc je suis venu à la gare. L'un de mes petits-fils dort à la gare, malgré nos efforts de l'en dissuader. En revanche, on a pu convaincre son petit frère qui lui avait emboîté le pas. Il dort désormais à la maison et a même participé à la récolte du mil en famille. Dans la province de Numbiel, le dernier recensement national fait état de près de 60 enfants vivant dans la rue. Et pour réduire le phénomène, la direction provinciale en charge de la famille mène des sensibilisations sur le terrain. Il y a les maraudes. Les maraudes, c'est les sorties nocturnes qui permettent de s'entretenir avec les enfants pour connaître leur situation. Qu'est-ce qui les pousse à aller dans la rue? Il y a des activités génératives de revenus que nous menons pour permettre aux enfants qui pourraient les faire sortir de la rue. Malgré ces actions, le phénomène demeure. Pire, des cas d'infraction de ces enfants sont signalés. Il nous revient à chaque fois que ces enfants en situation de rue arrachent soit des téléphones portables ou des porte-monnaies des usagers. À plusieurs reprises, nous avons reçu effectivement des plaintes par rapport à des infractions telles que le vol et les tentatives de viol. Selon le commissaire Cabré, ces agissements sont monnaie courante à Batier et donc il est impératif de les endiguer avant que ces enfants ne deviennent des potentiels délinquants. Et pour y parvenir, le premier responsable en charge de la famille de la province du Numbiel invite les parents à assumer leurs responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. Retour à Ouagadougou pour vivre les temps forts de la prestation de serment du nouveau commissaire de l'UEMOA, nommé le 22 novembre 2018 en qualité de membre de la commission de l'UEMOA. Il a prêté serment le 30 novembre dernier. Une prestation de serment qui s'est déroulée devant la Cour de justice de l'UEMOA. On voit cela avec Oscar Soulama et Olopoda. J'ajoute, conformément au traité instituant devant la Cour de justice de l'UEMOA, Joasino Mendes sacrifie à la tradition une prestation de serment qui lui confère le pouvoir d'exercer ses fonctions en qualité de membre de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au-delà d'une simple formalité, ce serment, selon les dispositions réglementaires de l'institution, est un engagement pour l'impétrant à observer les obligations d'indépendance et d'honnêteté dans l'exercice de ses fonctions. Confiance, collaboration, fidélité, ma première préoccupation, c'est pour cumplir tout ce que j'avais dit dans le serment. C'est ma Bible, c'est l'objectif de l'intégration. Avocat de profession et enseignant à la faculté de droit de la capitale bissau-guinéenne, Joasino Mendes est diplômé de l'université de Luziado de Porto, au Portugal. Avant sa nomination, il occupait le poste de directeur général de l'identification civile, registre et notarial du ministère de la Justice. Le nouveau commissaire de l'UEMOA, qui vient ainsi de prendre fonction, a la charge d'achever le mandat de son compatriote Feu Ibrahim Diémé, décédé le 8 septembre dernier.
Nous ouvrons à présent la page culture de ce journal et je vous amène à Rassam Toundé dans la province du Pastouré pour l'installation du nouveau chef de cette localité. Il s'agit de Naba Tigré qui s'engage à assurer la continuité du travail de son défunt père à qui il a succédé. Et pour y arriver, il compte sur l'appui et les sages conseils des autres chefs coutumiers de la région. Paul David Bambara et Tanga Kafandou. Après plusieurs semaines de consultations et de renseignements sur la moralité des prétendants au trône, 3 au total, et c'est finalement l'un des fils de l'ancien chef qui a régné pendant 34 ans et décédé en juillet 2017 qui a été retenu. Il a été intronisé le 20 octobre dernier par Naba Gigmde de Yako. Je vais suivre les traces de mon père en m'appuyant sur les sages du village et les conseils des autres chefs coutumiers. Leurs bénédictions m'aideront à réussir mon mandat. Âgé à peine de 40 ans, le nouveau chef, Naba Tigré, conformément à la tradition, a été officiellement installé sur le trône de son père le mardi 27 novembre 2018. Il s'est engagé à tout mettre en œuvre pour assurer et garantir la paix et la stabilité. Son premier nom de guerre, Naba Ouaddaga ou l'étoile. Deuxième nom, Naba Kwanga. Et enfin, le troisième nom de guerre, Naba Tigré, l'abondance au sein de la famille et les enfants s'en réjouissent. C'est devant des collègues chefs coutumiers de villages environnants, des parents et une population enthousiaste qu'il a reçu les honneurs. Moment solennel, mais également moment de réjouissance. À l'occasion, ils étaient nombreux, les troupes et groupes d'artistes qui sont venus pour des prestations, et cela dans une ambiance de grand jour qui s'est poursuivie 2 jours durant. La troupe Rogomiketa du Kuritsenga est la grande lauréate de la 5e édition du festival Warba du Ganzourgou. Elle repart de ce festival avec la somme de 500 000 francs CFA plus un trophée. Et ce prix lui a été remis lors de la cérémonie de clôture intervenue ce matin à Zorgo, une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs autorités, dont le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le reportage de Suleiman Sanou et Tanga Kafando. Pendant 2 jours, 12 troupes Warba venues de 12 provinces du Burkina Faso ont démontré leur héritage et leur créativité. L'appréciation du jury a porté sur des critères comme la maîtrise des pas, la scénographie, l'harmonie musicale, la richesse rythmique et la maîtrise et le respect de la thématique. À l'arrivée, c'est la troupe Rogomiketa du Kuritsenga qui remporte le premier prix. Elle repart avec la somme de 500 000 francs et une participation au FESPACO. C'est un sentiment de joie et un sentiment de fierté, en tout cas d'avoir remporté en tout cas la première place de cette 5e édition. On espérait gagner, on l'a eu. Le deuxième prix revient à la troupe Warba de Mégué dans le Ganzourgou et le troisième à la troupe Nambita de Tamissi dans l'Obritenga. Elles reçoivent respectivement 300 000 et 200 000 francs CFA. Le festival Warba renaît après des années d'interruption, une renaissance au bonheur des acteurs de la culture et des populations de la région. C'est depuis 2008 et les autres éditions n'ont pas pu parce qu'il y avait des difficultés de mobilisation de ressources. Et vous savez que cette organisation nécessite beaucoup de ressources et ce n'est pas facile de mobiliser. Bon, Dieu merci, et cette fois-ci nous avons eu l'opportunité et le soutien de beaucoup de sponsors. Nous nous réjouissons de ce que ce festival ait été relancé. Mais comme nous l'avons indiqué, en vue de préserver véritablement cet art majeur de notre culture, ce serait bien déjà que des initiatives soient prises pour écrire l'histoire du Warba. En plus des prix des 3 meilleures troupes, 12 prix spéciaux ont été décernés, dont les prix de la meilleure danseuse, du plus jeune danseur, du meilleur sourire, du tambour géant et du meilleur flûtiste. Les anciens flûtistes ont également vu leur travail magnifié par des attestations de reconnaissance.
Actualité à l'étranger, en France, Emmanuel Macron, de retour d'une rencontre du G20 en Argentine, constate les dégâts de la mobilisation des Gilets jaunes. Il s'est rendu à l'Arc de Triomphe, théâtre des affrontements de samedi, pour constater l'ampleur des destructions. Pas de déclaration d'Emmanuel Macron sur les actions des Gilets jaunes, mais une réunion d'urgence s'est tenue ce dimanche à l'Élysée. Au lendemain de la mobilisation des Gilets jaunes émaillée par des scènes d'insurrection à Paris, beaucoup attendaient une réaction publique du président. De retour du G20 en Argentine, Emmanuel Macron a préféré garder le silence. Il a choisi de rendre hommage aux forces de l'ordre et aux pompiers. Auparavant, il s'est rendu sous l'Arc de Triomphe, vandalisé, pour constater les dégâts. S'en est suivi une réunion d'urgence à l'Élysée. Le président a demandé au Premier ministre de recevoir les chefs de partis politiques et des représentants des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes qui, malgré la violence de samedi, sont encore soutenus par une partie des personnes interrogées dans les rues de Paris. C'est assez dramatique de voir ça quand même, hein, c'est sûr, mais bon, je pense que c'est aujourd'hui le seul moyen de communiquer avec le gouvernement, malheureusement, et je pense que c'est des choses qu'il faut prendre en compte de ce qui s'est passé hier. Et c'est à M. Macron d'assumer ce qui s'est passé aussi, surtout ce qui s'est passé, c'est un peu de sa faute et il n'y a que lui qui peut faire changer les choses. Moi je suis pas riche, mais bon, je mets 400 € de carburant par mois, j'habite dans le sud de la France sur Avignon et je soutiens les Gilets jaunes, mais chez nous c'est pacifique. Et bien ouais, quand je suis bloqué dans les embouteillages, je prends mon mal en patience parce que je me dis c'est positif. Mais là ce qu'ils font, ça n'a rien de positif et au contraire ça nuit au mouvement. Je trouve que c'est triste que le peuple qui a faim soit obligé d'en arriver là pour se faire entendre. Moi je trouve ça vraiment très très triste dans une société démocratique. Voilà. Abribus ravagés, immeubles incendiés, voitures en feu, les dégâts dans les quartiers proches de l'Arc de Triomphe sont considérables. La maire de Paris a dit s'attendre à ce que leur coût soit très élevé. Sur le plan humain, 133 personnes ont été blessées et 412 interpellées. À présent, les actualités sportives de cette édition. Dimanche à sport, c'est avec la Sina Sawadou. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Alors, pour commencer, on va s'intéresser au match retour de la Coupe CAF. Salita s'est bien installé à Conakry pour son match de mardi prochain. Tout à l'heure, bien sûr, vous parlez de la Coupe CAF, tout à l'heure d'ailleurs, si nous entendons la victoire du Raja de Casablanca face au Vita Club de Kinshasa. Victoire de Vita Club, 3-1, malgré cela, le Vita Club n'est pas le champion parce que le Raja avait déjà pris le dessus au match aller sur le score de 3-0. Donc sur l'ensemble des deux rencontres, 4-3 pour les Rajaouites. Nous parlons maintenant de la phase retour de la Coupe CAF, vous l'avez dit. Salita s'est bien installé à Conakry depuis 48 heures, Nathalie. La deuxième séance d'entraînement a eu lieu aujourd'hui et ils doivent jouer contre le Wakria AC de Bokeh, battu à Ouagadougou sur le score de 2-0. Ce sera donc pour le mardi prochain. Nos envoyés spéciaux sont déjà aussi sur place. Il s'agit de Nongba Kouda et de Salif Ouedraogo. On va suivre ce reportage qui nous en fait parvenir. À ce deuxième jour d'entraînement, l'accent est mis sur la concentration. À l'image de cette séance de prière dirigée par Cédric Badolo, Lagui Koulibaly et son groupe veulent garder l'état d'esprit qui a prévalu au match aller à Ouagadougou. Bon, l'accent est mis beaucoup sur la concentration et puis le replacement. Voilà, on sait que l'équipe c'est une équipe joueuse qui tient bien les ballons. Voilà, nous aussi on aime les ballons. Voilà, donc la bataille va se faire au milieu, donc c'est ça on travaille. Aucun blessé à déplorer. L'encadrement technique dispose donc de tout son effectif pour cette préparation. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Quand tu vas en bataille et puis tu as tous les éléments avec toi, vraiment tu ne fais qu'être fier, puis satisfait parce qu'ils sont tous là, vraiment ils vont se battre. Est motivé pour ce match. Voilà, chacun de nous est conscient de ce qui va se passer le mardi. Donc chacun est déjà motivé à sa manière. Et je crois qu'avec les entraînements qu'on arrive à faire ici, on a bien fait aussi de venir un peu plus tôt, voilà, pour s'adapter un peu au climat. Et puis bon, je crois que tout va bien se passer le mardi. A noter que Salitas, présent en Guinée depuis vendredi soir, prendra contact avec la pelouse du 28 septembre de Conakry, demain 16h30, heure du match. Voilà, Lassina Sawargo, vous avez pour nous des nouvelles de l'ASFB qui joue au Cameroun.
Oui, la SCB aussi joue au Cameroun ce même mardi. Malheureusement, la SCB n'a pas eu la même chance que Salitas pour être sur place. Plutôt la SCB caracole Nathalie donc, pour aller du côté du Cameroun. On rappelle le score au match aller à Bobo Dioulasso. 3-1 pour les Buffles de Bobo Dioulasso. Quelques soucis, Nathalie, de passeport ont un peu émaillé le voyage de la SCB. Ils sont donc allés en petit groupe. Le premier groupe est arrivé ce matin au Cameroun. Le deuxième groupe ce soir. Et le dernier groupe devait arriver donc demain à 24 heures de ce match-là. C'est des soucis qu'ils ont, mais on espère que cela n'entamera pas le moral de ces garçons qui devront revenir avec la qualification du Cameroun. Du Cameroun, on en reparle, la Sina Saorgo, après le retrait de la CAN à ce pays. Quelles sont les suites de ce feuilleton? Écoutez, on attendait surtout la réaction gouvernementale à l'issue de ce coup de massue reçu par le Cameroun. La réaction du gouvernement est venue par l'entremise du ministre de la Communication, Boukari Chiroma, qui a estimé que c'était une injustice faite au Cameroun. La conséquence, les instructions ont été données pour que les chantiers entamés partent jusqu'au bout, et puis bien sûr qu'ils essaient surtout de respecter les engagements qu'ils ont pris au niveau de la Confédération africaine de football, et puis après on verra, sinon c'est fait, le Cameroun n'arbitrera pas la CAN en 2019, ça pourrait être le Maroc, l'Afrique du Sud ou l'Égypte, comme préconisé depuis quelque temps déjà. On attendra de voir. Voilà, merci beaucoup à vous, Lassina Saorgo, pour ces informations sportives. Et voilà, on s'arrête ici pour ce journal, l'unique édition de ce soir sur la RTB. Merci de nous avoir suivis et merci pour la fidélité.